Chers compatriotes, après les deux premiers piliers, cette semaine, nous allons aborder le troisième pilier que constitue le pouvoir personnel. Et comme nous l'avions dit dans la première partie de cette série, ce pouvoir personnel est incarné par le régime hyper-présidentialiste qui régit le fonctionnement de notre État. Ce type de régime engendre, dans la plupart des cas, une dictature personnelle qui permet au chef de l'État, l'hyper-président, de vouloir tout diriger et d'intervenir dans toutes les affaires. Vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme régime présidentiel, mais plutôt celui de régime hyper-présidentialiste. La différence en est que le régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé de par sa constitution sur une stricte séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. À entendre parler de régime présidentiel, beaucoup pensent que le chef de l'exécutif aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l'organisation politique et administrative de l'État, ce qui n'est pas le cas. Le seul et véritable et authentique régime présidentiel est celui des États-Unis d'Amérique, où il a pu prospérer si longtemps à cause de trois facteurs. Un large consensus de la population sur la Constitution, des élections fréquentes et la tradition de compromis entre les partis politiques. Toutes ces conditions, on le sait, ne sont pas réunies chez nous, où l'on observe la pratique de mesures législatives prises par le président sous forme de décret. Le président gouverne seul et les conflits débouchent souvent sur des coups d'État. En Guinée et dans de nombreux pays africains, on ne peut parler que de régime présidentialiste ou hyper-présidentialiste. Mais comment en est-on arrivé là? Comme pour les deux premiers piliers, ce troisième pilier du système a été érigé aux premières années de notre indépendance. Il a été le dernier à être mis en place. Il faut remonter au séminaire de Floya qui devait préparer le 6e congrès du PDG prévu pour la fin de l'année en décembre 1962. À cette époque, nous étions encore des enfants, mais de nombreux témoins ont rapporté ce qu'il s'est passé. Et l'historien, le professeur Ibrahima Baba Kake, en a fait un récit édifiant dans son livre « Le héros et le tyran ». Donc, au cours de l'année 1962, le président Sékou Touré sera mis en minorité 2 fois au sein du PDG. D'abord, au cours du séminaire et ensuite durant le congrès du parti en décembre. Il y avait 2 volontés opposées. Dans le premier camp, il y avait Sékou Touré qui veut concentrer tous les pouvoirs entre ses mains pour jongler avec les règles du parti de façon à contrôler bientôt, sans partage, le bureau politique, qui est l'instance suprême, le gouvernement aussi, et l'Assemblée nationale. Dans le second cas,
des cadres très influents du parti comme Jean Faraguet, Bangali Camara, Émile Condé préconisent la séparation des fonctions de secrétaire général du parti et de président de la République afin d'éviter toute confusion entre le parti et l'État. Saifoulaye Diallo, jusque-là secrétaire politique, serait élu secrétaire général du PDG et Sékou Touré garderait sa seule fonction de président de la République. Au cours du congrès en décembre, un vote confie à Saifoulaye Diallo le secrétariat général du parti. Mis en minorité, Sékou Touré perd donc la partie et voit son rêve d'obtenir un pouvoir sans aucun partage voler en éclats. Il ne trouve aucune parade sur le champ et il quitte le congrès en promettant de revenir à la charge. Une fois le congrès clos, Sékou Touré s'active à renverser la vapeur. Il arrive sans peine à obtenir que le bureau politique, reconduit sans changement, fasse bloc autour de lui et il se fait accorder les pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale. Saifoulaye Diallo n'ose pas lui tenir tête et se range de son côté. Et c'est ainsi que, contre l'avis du Congrès, Sékou Touré finalement garde sa double fonction de secrétaire général du PDG et de président de la République. Et le professeur Ibrahima Baba Kaké de tirer la conclusion suivante. Le renoncement volontaire de Saifoulaye Diallo, qui est plus un intellectuel qu'un homme de terrain préparé aux affrontements, permet la reconduction de fait du secrétaire sortant. Mais mon analyse de cette situation est celle-ci. Saifoulaye Diallo avait-il vraiment le choix, puisqu'il savait pertinemment que Sékou Touré avait le monopole de la violence, avec des milices et des bandes organisées prêtes à sévir et à s'aimer le chaos sous la direction de Momojo et de Momo Roulohanye. Si Saifoulaye ne s'était pas rangé du côté de Sékou Touré, le pays aurait été déstabilisé très tôt par des violences sans fin et l'unité nationale aurait volé en éclats. Saifoulaye Diallo a donc fait taire son ambition personnelle au profit de la paix et de la stabilité. Il faut remarquer aussi que ce dénouement politique a été précédé par une longue campagne de propagande et de sensibilisation d'au moins 1 an pour imposer la volonté de Sékou Touré, tout comme celle que nous venons de vivre avec les propagandistes du 3e mandat d'Alpha Condé qui ont abreuvé le peuple de Guinée de toutes sortes d'idées fallacieuses pour faire passer leurs projets. Hier, aujourd'hui, les nobles aspirations du peuple de Guinée ont été détournées pour servir les intérêts d'un seul homme. Il faut rappeler que depuis la formation du Conseil de gouvernement en 1957 jusqu'en 1963, les rôles étaient bien répartis avec une séparation nette des pouvoirs et sans cumul de fonctions. Sékou Touré était vice-président du Conseil de transition vers l'indépendance avec Jean Ramadié comme président. Saifoulaye Diallo était le président de l'Assemblée
territoriale. À l'indépendance, en 1958, Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée et Seyfoulaye Diallo le premier président de l'Assemblée nationale de Guinée. Jusqu'en 1963, ce sont les deux portraits officiels de Sékou Touré et Seyfoulaye Diallo qui trônaient dans les bureaux, les salons et les lieux publics. Pendant plus d'1 an, Sékou Touré et ses hommes vont dénoncer ce système de gouvernement comme étant un bicéphalisme au sommet de l'État. Il voulait être le seul maître à bord et il n'a pas lésiné sur les moyens pour obtenir ce qu'il voulait. Malgré tout ce battage médiatique et les discours tonitruants, on a vu qu'il fut battu lors du vote. Seule sa propension à faire recours à la violence et à la division lui permettra d'imposer sa volonté et d'obtenir le pouvoir absolu. En janvier 1963, un nouveau conseil de gouvernement est annoncé dans lequel Seyfoulaye Diallo est ministre d'État à la justice. Avant le début de l'année 1964, tous les portraits officiels de Seyfoulaye Diallo avaient été décrochés des murs des bureaux et lieux officiels. Cela, nous l'avons vu de nos propres yeux. Un nouveau tournant venait d'être amorcé avec la mise en place d'un nouveau système dans lequel Sékou Touré avait le pouvoir absolu et était seul maître à bord. Au fil du temps, il va caporaliser toutes les autres institutions du pays qui seront à sa solde. Et vers 1967, il se fera désigner responsable suprême de la révolution. Au cours de la séance de clôture du 8e congrès du Parti démocratique de Guinée. Dès lors, il n'y avait plus aucune limite à son pouvoir et aucun contre-pouvoir. Il pouvait décider maintenant à lui tout seul de la vie et de la survie des Guinéens, de leur bien-être et la gestion des richesses du pays, de l'administration de la loi et de façonner comme bon lui semble le destin du pays. Bien qu'il soit mort depuis plus de 36 ans, le système qu'il a mis en place demeure et fonctionne comme au bon vieux temps. Les Guinéens qui ont vécu ces événements et assez longtemps pour voir ce qui se passe aujourd'hui ont l'impression de revoir le même film maintes et maintes fois, encore et encore et encore. Mais il faut se demander comment cette idée a germé dans l'esprit de Sékou Touré. Il faut dire que l'environnement s'y prêtait. Le président guinéen était fortement influencé par ce qui se passait autour de lui, au-delà des frontières guinéennes. Les États africains, nouvellement indépendants, avaient tous mis en place des institutions calquées sur la 5e République française avec un chef de l'exécutif possédant des pouvoirs très élargis. Mais les Africains s'y prendront très mal, car ne comprenant pas que la France avait une longue tradition démocratique et qu'elle avait longtemps expérimenté avec le régime parlementaire. En fait, de nombreux experts diront que la constitution de la 5e République introduisait
de fait un régime semi-présidentiel que certains universitaires ou constitutionnalistes considéraient comme une simple variante du régime parlementaire. Certains allant jusqu'à préférer le terme de régime parlementaire présidentialisé. Partout en Afrique, et même en Amérique du Sud, on assiste à la mise en place de régimes dits présidentiels, mais qui ne sont en réalité que des régimes présidentialistes où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul individu. Ce qui, à notre avis, a beaucoup facilité la mainmise et le contrôle des grandes puissances et des puissances coloniales sur ces nouveaux États dont les institutions restent si faibles. En effet, il est plus facile pour eux de traiter et contrôler un seul homme que d'avoir affaire à des législatures solides et dotées de plein pouvoir. Comme ses collègues africains, membres de la communauté française, Sékou Touré veut être le président incontesté et incontestable du territoire sur lequel il gouverne. Il a aussi une fixation sur le régime présidentiel américain dont il ne comprend pas très bien toutes les caractéristiques. Lui et beaucoup d'autres d'ailleurs, et ils ont juste réussi à affaiblir les institutions de leur pays et à les exposer à l'exploitation et à la domination par des puissances étrangères. Tout cela pour satisfaire les appétits d'un pouvoir personnel. Et pourtant, la Guinée aurait pu échapper à ce sort, car c'était le seul pays en Afrique qui avait conquis une indépendance véritable et qui avait choisi sa propre voie. Le pays était doté aussi d'une constitution solide, avant-gardiste, et qui consacrait la séparation des pouvoirs. Mais dans sa quête du pouvoir personnel, Sékou Touré a passé tout son temps à violer les dispositions de la Constitution et les règles de fonctionnement et d'organisation du PDG. Il arrivera à ses fins après avoir laissé plusieurs cadavres sur son sillage. À ce jour, le pays tarde à s'en relever parce que nulle part ailleurs, cette quête du pouvoir personnel n'avait trouvé un terreau favorable où la violence et la tactique de diviser pour mieux régner avaient déjà fait leur œuvre. Il est temps donc, chers compatriotes, de démanteler ce système dont nous connaissons maintenant les moindres ressorts. Il faut le mettre en pièces en détruisant une bonne fois pour toutes ces trois piliers sur lesquels il repose. La violence, la tactique de diviser pour régner et le pouvoir personnel. Le jour que nous réussirons à faire cela, la Guinée sortira enfin du gouffre et connaîtra des lendemains meilleurs. Vive la refondation, vive l'opposition unie, vive l'alternance démocratique, vive la démocratie. Je vous remercie.